Mardi 28 août 2015, bonjour à tous et bon réveil. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau Morning sur i24 News. On va tout de suite faire le tour du sommaire de cette émission. Alors que les chefs d'État européens étaient réunis hier pour débattre de la crise migratoire, à Vienne, au sommet des Balkans, entre 20 et 50 cadavres ont été découverts dans un camion garé au bord d'une autoroute en Autriche, à quelques kilomètres du sommet, près de la frontière avec la Hongrie. L'Iran construit une extension du site nucléaire de Parchin. Des travaux et une extension d'un bâtiment ont été observés en juillet dans le cadre de l'accord nucléaire. L'AIEA a demandé à pouvoir inspecter ce site, mais la question reste sensible. Et puis enfin, être albinos en Tanzanie, un véritable cauchemar. À l'approche des élections, de plus en plus d'enfants albinos sont enlevés et mutilés dans ce pays d'Afrique. On leur attribue des pouvoirs magiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. À quelques kilomètres de Vienne, alors que les chefs d'État européens étaient réunis pour débattre de cette crise migratoire, entre 20 et 50 cadavres ont été découverts dans un camion qui était garé au bord d'une autoroute en Autriche, près de la frontière avec la Hongrie. Parallèlement et le même jour, au moins 30 migrants sont morts et des dizaines d'eaux disparues en mer après le naufrage d'une embarcation qui transportait environ 200 personnes. Julia Ganancien. La macabre découverte a eu lieu ici, sur une aire de stationnement de cette autoroute. C'est dans ce camion qu'entre 20 et 50 corps de migrants ont été retrouvés. Les victimes seraient mortes asphyxiées depuis un certain temps. Certains cadavres sont partiellement décomposés. Difficile d'établir l'identification des victimes et d'en établir le nombre exact. Aujourd'hui est un jour sombre. Ce drame nous affecte tous. Il semble que les victimes étaient des migrants dans une opération de trafic d'êtres humains. Ces trafiquants d'êtres humains sont des criminels. La Hongrie va se joindre à l'enquête, la police autrichienne l'ayant informé que le véhicule avait une plaque d'immatriculation hongroise. Le chauffeur du véhicule était pour sa part un Roumain. À quelques kilomètres de là se tient à Vienne un sommet des dirigeants des pays des Balkans de l'Ouest. L'agenda est dominé par la question de la crise des migrants. Parmi les participants à ce sommet, la chancelière Angela Merkel, visiblement choquée par la nouvelle. Nous sommes tous bouleversés par la terrible nouvelle. Ces personnes qui ont perdu la vie étaient dans une situation de détresse. On ne s'est pas occupé d'eux, malgré le fait qu'ils recherchaient plus de sécurité et plus de protection. Et au contraire, ils sont morts dans des tragiques circonstances. C'est un avertissement pour nous, en tant qu'Européens, pour travailler ensemble, pour résoudre ce problème d'immigration et montrer de la solidarité. Avant le sommet, l'Autriche a prévenu qu'elle pourrait introduire des mesures plus musclées si l'Union européenne échouait à trouver une réponse unitaire. La Hongrie, pays voisin, a déjà renforcé sa frontière avec la Serbie et menace désormais de déployer l'armée. Plus de 5000 migrants ont traversé en début de semaine la frontière serbe et sont entrés en Hongrie. Parmi eux, de nombreux Syriens fuyant les combats dans leur pays, comme Mohamed qui espère rejoindre l'Allemagne ou l'Angleterre. Certaines personnes nous ont aidés, d'autres laissés. J'ai rencontré de nouveaux amis, j'ai perdu d'anciens amis sur la route. Cela fait 22 jours maintenant. Je suis arrivé depuis la Turquie, c'est tellement loin d'ici. Vous savez, on a traversé 4-5 pays pour arriver jusqu'ici. Dans le seul mois de juillet, plus de 107 000 migrants sont entrés en Europe et les 28 n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une répartition équitable des demandeurs d'asile. Un plan d'action doit être trouvé d'urgence, la situation est explosive. On en parle tout de suite par téléphone avec Christophe Harrison, porte-parole de l'association France Terre d'Asile. Bonjour, merci d'être avec nous. Le sommet des Balkans et les autres réunions entre pays européens sur cette crise migratoire ont mis le point sur une réalité. Tous les pays n'ont pas les mêmes capacités économiques pour pouvoir accueillir ces migrants. Comment déterminer la capacité d'accueil des migrants en fonction de chaque pays ? Eh bien, écoutez, je pense qu'à partir du moment où il y aura une véritable volonté commune, une volonté politique de chaque pays pour répondre à l'immense défi que représente l'augmentation depuis un certain nombre de mois d'arrivée de réfugiés à nos frontières, les États pourront trouver, je dirais, un système pour pouvoir répartir de manière équitable
les réfugiés. Après, la véritable question, vous l'avez dit, depuis des années, cela ne date pas d'hier, depuis des années, l'Europe échoue à avoir ensemble une politique commune en matière d'accueil des réfugiés. Les derniers mois et ces augmentations, les différents drames qui malheureusement rythment, je dirais, notre quotidien, nous rappellent l'importance de trouver une réponse appropriée et surtout, je le répète, on voit ci et là de plus en plus de réponses militaires face à l'augmentation de la situation humanitaire. Alors on ne résout pas de situation humanitaire avec des réponses militaires. Alors Christophe Harrison, un mot sur les deux drames humanitaires d'hier à la suite de ces deux drames supplémentaires. Est-ce que l'Europe va et doit prendre des mesures de répression supplémentaires face aux passeurs en Méditerranée? Mais bien évidemment qu'il faut combattre tous les trafiquants d'êtres humains, c'est une priorité. Mais il est aussi important de constater que ces personnes qui viennent sont des personnes qui fuient des conflits, que si ces personnes prennent des risques-là, que ce soit par les bateaux, que ce soit par les camions, c'est aussi parce qu'il manque de moyens légaux de pouvoir trouver protection dans certains pays. Et je le dis encore une fois, l'approche sécuritaire qui prévaut aujourd'hui en Europe et depuis plusieurs années et qui est en train dans certains pays de s'accentuer avec une militarisation ne fera qu'augmenter les risques de décès comme nous l'avons vu. Alors un mot sur la différence de statut entre migrants et réfugiés. Vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux termes et les différents droits auxquels bénéficient les migrants quand ils sont accueillis dans ces pays? Je dirais que migrant est une notion générale. Il s'agit de toute personne se trouvant depuis plus d'1 an en dehors de son pays d'origine. Un réfugié est une personne qui craint avec raison d'être persécuté pour des questions politiques, religieuses ou d'appartenance ethnique dans son pays d'origine. On peut citer les Syriens, par exemple, avec le terrible conflit que nous connaissons tous. Et il se trouve que la majorité des personnes qui aujourd'hui viennent trouver refuge en Europe sont des personnes qui pourraient bénéficier d'une protection. Il existe la Convention de Genève qui protège ces personnes-là. Les États ont un devoir d'accueil et de protection. Or, à l'heure actuelle, la réponse commune de l'Europe face à cette obligation est insuffisante, désorganisée. Merci beaucoup Christophe Harrison. Dans un rapport en grande partie consacré à ces investigations sur la potentielle dimension militaire du programme nucléaire iranien, on indique que l'Iran aurait construit une extension du site militaire contesté de Parchin. Regardez ce sujet signé Léa Berdugo, on en reparle juste après. L'accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet prévoit une inspection du site sensible de Parchin par la IEA. Mais dès à présent, l'Agence internationale de l'énergie atomique dispose de certaines informations. Dans un rapport confidentiel envoyé à ses pays membres, l'agence évoque la construction d'une extension. Depuis notre précédent rapport en mai sur une zone particulière du site de Parchin, l'agence a continué d'observer grâce à l'imagerie par satellite la présence de véhicules, d'équipements et de possibles matériaux de construction. En outre, une petite extension à un bâtiment existant semble avoir été construite. Selon certains diplomates, les activités des Iraniens à Parchin avaient un but, empêcher la IEA de vérifier certaines informations selon lesquelles l'Iran aurait mené des essais avec des détonations nucléaires. Selon l'accord signé à Vienne, l'Iran est tenu de fournir à la IEA des informations sur la nature de ses anciennes activités nucléaires. L'objectif de l'agence étant de rédiger un rapport d'ici la fin de l'année. L'Iran se réserve pour l'instant de tout commentaire. En ce qui concerne Parchin, nous avons un accord confidentiel indépendant. Nous n'allons pas en dévoiler plus à ce sujet. Et dans le futur, ce que vous pourrez voir ne sera que le rapport de l'agence. Un rapport qui correspondra à l'évaluation finale du problème dans sa globalité.
L'Iran avait refusé pendant des années toute inspection de nature militaire. Mais avec l'accord sur le nucléaire, Téhéran a accepté de fournir des données supplémentaires à la IEA. L'agence avait déclaré mercredi simplement examiner ces informations. Contactée ce jeudi, elle n'a pas souhaité confirmer les informations révélées concernant l'extension du site de Parchin. Ali, on va revenir sur les révélations de ce dernier rapport. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Parchin? Bon, ce qui s'est passé, il y a deux éléments essentiels. Un, l'agence internationale pense que les Iraniens sont en train d'élargir les activités à Parchin. Un, et deux, la deuxième révélation, c'est que les Iraniens ont essayé d'éradiquer des traces, peut-être d'un test qui a eu lieu récemment après l'accord signé avec la communauté internationale. Le test qui a pour but de vérifier des modèles d'explosion nucléaire. Et c'est plus les révélations qui sont importantes là et qui mettent en question la confiance qu'on peut mettre ou pas aux Iraniens, mais c'est plutôt ces clauses ou ces accords indépendants concernant quelques sites iraniens. Des clauses trop vagues, pas assez précises. Des clauses trop vagues et des clauses secrètes qui ne vont pas être présentées au Congrès et des clauses qui permettent aux Iraniens essentiellement d'inspecter eux-mêmes et de donner les traces, de donner les signes du terrain à l'agence internationale et à la communauté internationale. Ce qui disent des membres du Congrès, c'est que ces clauses permettent aux Iraniens, on donne au chat de garder le lait, et ça c'est le point principal, plus bien sûr ce qui a été révélé, que les Iraniens non pas seulement ne respectent pas les accords signés, mais essayent d'élargir les activités nucléaires. Et ce qui s'est passé ces derniers jours à Parchin laisse savoir que peut-être non pas seulement les Iraniens ne dévoilent pas tout, mais au contraire, soutenus par ces accords secrets et ces accords indépendants, ils continuent à élargir et approfondir leur activité nucléaire. Alors justement, est-ce que l'extension de ce site de Parchin, ça ne constitue pas finalement une rupture de contrat par rapport à l'accord qui a été signé? S'il y a une extension, parce que pour le moment, les Iraniens ne réagissent pas, mais ce qui craint ceux qui sont contre l'accord avec l'Iran, c'est qu'il y a certaines clauses qui permettent aux Iraniens de continuer des extensions sur certains sites, par contre d'arrêter totalement ou de réduire à un grand pourcentage les activités dans d'autres sites. C'est-à-dire c'est un accord qui était plutôt un compromis, mais qui permet aux Iraniens de continuer certaines activités nucléaires. Merci beaucoup Ali Wakeel. La campagne de Barack Obama continue autour justement de ce programme nucléaire et de l'accord avec Téhéran. Le président américain doit tenir un discours aujourd'hui depuis la Maison-Blanche, et un discours qui sera rediffusé en direct à l'ensemble de la communauté juive d'Amérique du Nord. Il répondra également à des questions et il espère, vous l'aurez compris, convaincre du bien fondé de l'accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. On va tout de suite rejoindre notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. David, bonjour. Alors, pourquoi le président américain a choisi de s'adresser cette fois précisément à la communauté juive? Depuis le début de sa campagne pour défendre le deal avec l'Iran, Barack Obama a pris le parti de l'explication et de l'éducation. Le jour même de l'annonce à Vienne et avant même que John Kerry ne s'explique dans une conférence de presse sur les détails du deal, Obama s'est exprimé point par point sur l'accord pour assurer et donner un maximum d'informations. Même chose en juillet devant l'American University. L'intervention d'aujourd'hui à l'initiative de la Fédération des communautés juives fait partie intégrante de sa campagne pour convaincre et rallier la population derrière lui pour que le deal soit voté au Congrès avant le 17 septembre. Il faut rappeler qu'une très grande majorité de la communauté juive aux États-Unis vote traditionnellement démocrate, et l'effort d'Obama de s'adresser à eux directement via webcast en direct de la Maison-Blanche va également servir aux représentants et aux sénateurs qui dépendent du vote juif de conserver son électorat tout en soutenant le deal avec l'Iran comme le président le recommande. Contrairement aux idées reçues, de nombreuses figures de la communauté juive américaine sont en faveur du deal. Les juifs américains sont en face à un vrai dilemme. D'un côté, Benjamin Netanyahou les appelle à se mobiliser contre l'accord et à faire pression sur leurs sénateurs pour qu'ils votent contre. Et de l'autre, le président tente de regagner leur confiance et de rassurer sur ses intentions et sur son soutien indéfectible à Israël. Et c'est clairement l'une des raisons pour laquelle Barack Obama va se prêter à cet exercice d'échange avec la communauté juive cet après-midi. Alors, au cours du vote en septembre, si jamais Barack Obama ne récolte pas autant de voix qu'il espère, que va-t-il se passer ? Techniquement, les républicains auront du mal à se débarrasser de ce deal. Barack Obama a été un fin politicien lorsqu'il a accepté de signer la loi sur l'examen de l'accord
sur le nucléaire iranien en mai dernier, alors que la majorité républicaine voulait que l'accord soit considéré comme un traité entre deux nations, ce qui aurait requis une majorité favorable des 2/3 du Congrès pour le ratifier. Le vote sera uniquement présenté comme une question pesée pour ou contre le deal négocié. Si le non l'emportait, le président a promis qu'il utiliserait son droit de veto pour renforcer son passage, mais il semble pour le moment que le nombre de représentants et de sénateurs requis soit réuni, et Barack Obama devrait éviter de se retrouver dans une telle situation qui l'affaiblirait politiquement et remettrait complètement en cause sa présidence du point de vue de sa politique étrangère. Merci beaucoup David Benaïm. Une minute de silence a été observée sur la chaîne CBS après la terrible fusillade en direct d'un plateau de télévision en Virginie. De nombreux hommages et témoignages de solidarité se sont succédés. Le profil du tueur de plus en plus détaillé dans les médias américains. Le point tout de suite avec Julia Ganancia. Vibrant hommage à Alison Parker, 24 ans, et Adam Ward, 27 ans. La chaîne locale de CBS observe une minute de silence en souvenir de ces deux journalistes. Ce jeudi, le petit ami d'Alison Parker, journaliste lui aussi dans la même chaîne de télévision, se souvient d'une jeune femme extraordinaire. Personne ne devrait avoir à subir ce que je suis en train de subir, ce que des milliers de familles dans le pays ont subi et qui est maintenant devenu une expérience de deuil très public, la perte de ceux qu'ils aiment. Et le message unanime que j'ai reçu de la part de mes amis, c'est que nous avions l'air si heureux ensemble. Et nous l'étions. Nous étions très très heureux. Le tueur était un ancien collègue des journalistes. Il a été identifié comme étant Vester Lee Flanagan II, 41 ans, qui travaillait sous le nom de Brice Williams. Vester Flanagan, WTOC News. Comble de l'horreur, l'homme a non seulement commis son meurtre en direct, mais a aussi filmé lui-même la scène, dont il a diffusé des vidéos sur ses comptes Twitter et Facebook. Les deux entreprises ont suspendu le compte de Flanagan en moins de 15 minutes. Et les vidéos ont ensuite été retirées, mais des dizaines de copies continuent de circuler. Ce drame a non seulement relancé l'éternel débat sur les armes à feu aux États-Unis, mais aussi sur le rôle d'Internet qui donne accès à l'horreur en direct sans aucun filtre. Il faut que l'on fasse quelque chose contre la violence armée en Amérique. Et je m'en occuperai. Il y a beaucoup de gens qui y font face et qui la connaissent, mais qui ensuite abandonnent parce que c'est difficile. C'est un problème très politique et difficile en Amérique. Sur son compte Twitter, le tueur a accusé son ancienne collègue Alison Parker d'avoir tenu des propos racistes et justifie son acte suite à la tuerie de Charleston. Dans un manifeste aux propos décousus, l'homme dit avoir souffert de discrimination, de harcèlement sexuel et de bizutage au travail. Il raconte avoir été attaqué pour le fait d'être un homme noir et homosexuel. La direction de la chaîne a rejeté ces accusations et dit l'avoir licencié en 2013 après des accès de violence. Sans grand espoir, la Maison-Blanche a une nouvelle fois appelé le Congrès à durcir la législation sur les armes à feu. Il est très facile de se les procurer en Virginie et dans la plupart des États fédérés. Et on en vient à cette histoire pour le peu étonnante. 2 journalistes français ont été arrêtés à Paris hier. Ils sont soupçonnés d'avoir fait chanter le Royaume du Maroc en demandant 3 millions d'euros pour ne pas publier un livre contenant des informations compromettantes sur le roi et la royauté. La monarchie marocaine a porté plainte en France et interrogé sur RTL l'avocat du Royaume du Maroc, le maître Éric Dupond-Moretti, s'est dit totalement stupéfait par la méthode employée. En France, la rentrée scolaire approche à grands pas, avec elle des changements d'envergure comme l'introduction de cours de morale laïque qui ont vocation de développer l'esprit critique des élèves et de leur faire connaître les valeurs de la République, selon la ministre française de l'Éducation. On l'écoute. Prendre conscience des valeurs de la République, c'est aussi pour les jeunes élèves faire l'expérience de la citoyenneté au sein des établissements. C'est l'objet du nouvel enseignement moral et civique qui voit le jour donc à cette rentrée, qui a vocation à faire connaître les valeurs de la République et de la démocratie aux élèves, mais aussi et surtout à développer leur esprit critique, leur capacité de jugement, d'argumentation, de débat de tel ou tel objet. Et donc cet enseignement moral et civique, c'est 1 heure à l'école primaire, 1 heure par semaine à l'école primaire, 1 heure toutes les 2 semaines au collège et au lycée, ce qui signifie que sur l'ensemble d'une scolarité, les élèves auront eu 300 heures d'enseignement moral et civique. Alors Maurice, vous êtes penché sur le sujet. Qu'est-ce que sont ces cours de morale laïque ?
Écoutez, les cours de morale laïque, faut reprendre le contexte. Il n'y aura pas de retour aux leçons de morale des années 60 sur ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est totalement révolu depuis longtemps. Pour les 12 millions d'élèves qui vont reprendre cette année le chemin de l'école, finit aussi les cours d'instruction civique sur les institutions et les lois de la République. L'idée était de lancer un enseignement, vous l'avez entendu, laïque de la morale, imaginé en 2013 par François Fillon. Le projet ambitieux devait démarrer à la rentrée 2016, dans un an, mais la France a connu entre-temps les attentats et les incidents qui ont suivi dans certaines écoles. Dans les jours qui ont suivi, par exemple, l'attentat contre Charlie Hebdo, on a enregistré près de 200 incidents, de la perturbation de la minute de silence jusqu'à l'apologie du terrorisme. La nouvelle ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a donc précipité les choses et lancé dès cette rentrée ce qu'elle a nommé plus modestement un programme d'éducation morale et civique. Alors concrètement, que va-t-on apprendre aux élèves au cours de ces cours de morale laïque? Alors on quitte l'instruction pour passer à l'éducation, une éducation civique accompagnée d'un enseignement moral sur la liberté, le respect, la laïcité et le vivre ensemble dans une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Programme ambitieux. Dans le domaine de la morale, la méthode est aussi importante que le fond. Les élèves sont donc appelés à la réflexion et au dialogue. De fait, dans les programmes, la ministre conseille toutes sortes d'activités, danse, théâtre, conseil d'élèves, débats et participation à des audiences au tribunal. Alors comment les enseignants vont-ils être formés à ces cours? Ça, c'est le point faible du projet. Les cours d'instruction civique étaient généralement transmis par les professeurs d'histoire et de géographie, mais ils négligeaient souvent l'éducation civique au profit de leur matière. Et il n'y a pas de raison que cela change, même si un horaire a été spécifiquement dédié à cette nouvelle matière. Il faut aussi s'inquiéter du manque de préparation et d'information autour de la mise en place du nouveau programme. Par exemple, les programmes n'ont été publiés que fin juin et les manuels ne seront prêts que l'année prochaine. La ministre, elle, ne s'inquiète pas. Elle a déjà annoncé qu'un premier contingent d'1 millier d'enseignants a été formé depuis le début de l'année. Merci beaucoup, Maurice Fergan. Mondiaux d'athlétisme avec cette énième victoire d'Usain Bolt. Le sprinter jamaïcain a conservé pour la 4e fois hier son titre du champion du monde du 200 mètres, quelques jours seulement après avoir été sacré sur 100 mètres. Maxime Perret. La foudre a encore frappé à Pékin. Sans surprise, le Jamaïcain Usain Bolt n'a pas failli en finale du 200 mètres et conserve son titre de champion du monde. Une victoire signée en 19 secondes et 55 centièmes, la meilleure performance de l'année. Après une première partie de course au coude à coude, Usain Bolt se détache rapidement de ses adversaires. Dans les 50 derniers mètres, au terme d'une courbe supersonique, il n'a pas à forcer pour battre son grand rival Justin Gatlin. L'Américain finit à 2 centièmes du Jamaïcain. Usain Bolt, désormais quadruple champion du monde en titre de la distance. Son nouveau titre mondial est le 10e de sa carrière et sa 12e médaille en tout, ce qui en fait l'athlète le plus honoré des mondiaux d'athlétisme. Il y a quelques jours, Usain Bolt s'était déjà illustré en remportant brillamment la finale du 100 mètres, là aussi en finissant devant Justin Gatlin, qui n'aura pas donc réussi son retour après sa suspension pour dopage. Ce jeudi après-midi, Usain Bolt a en tout cas fait triompher le sport sur la polémique. Une victoire qui aurait pu être ternie par cette collision accidentelle avec un caméraman de la course. Une chute spectaculaire, mais plus de peur que de mal pour le Jamaïcain, que rien ne pourra décidément arrêter en 2015. Et c'est votre rendez-vous du vendredi, c'est l'heure de rire et même de rire jaune avec les dessins de presse de Michel Kichka. Bonjour Michel. Bonjour. Et on en parlait à l'instant, vous avez vu ce sujet d'Usain Bolt et de cette victoire d'athlétisme, surprenant. Vous savez, ce championnat d'athlétisme, il est vu grosso modo plus ou moins comme les Jeux Olympiques. Hein. Et puis quand l'homme le plus rapide du monde est au rendez-vous, beaucoup de gens sont au rendez-vous face à leur poste. Bon, moi j'ai énormément d'admiration pour cet homme, mais je ne suis pas le seul. Hein. C'est quand même l'homme le plus rapide du monde. Et là, il va de victoire en victoire. Et étant donné que sa première consécration a été à Pékin en 2008, et que là, ça y est, on est Pékin 2015. Alors je le fais avec quelques médailles. Si je devais faire toutes les médailles qu'il a, évidemment, je devrais lui faire un bras beaucoup plus long. Évidemment, je lui fais des Ries Aiken et il nous l'a prouvé. Hein, le 200 mètres qu'on a vu, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et j'attends encore le 4 x 100 mètres. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et voilà.
Un petit hommage à Usain Bolt. J'ai allongé le bras, vous voyez, pour pouvoir déjà mettre 4 médailles, mais je pense que je vais devoir encore l'allonger dans le prochain dessin. Allez, direction Shanghai, qui oui. a beaucoup inquiété cette semaine les investisseurs du monde entier. Absolument. Et donc dans la chute de la bourse, on a aussi parlé dans la foulée de l'éclatement de la bulle immobilière chinoise, d'une manière générale. Et ça m'a tout de suite fait penser à ce qui se passe chez nous, ici en Israël, où la bulle immobilière, voilà, Tel Aviv, bien sûr. Absolument, Tel Aviv, mais pas que Tel Aviv, il y a aussi quelques autres grandes villes où la bulle immobilière continue à monter, à gonfler. Alors ceux qui ont déjà fait des bulles de savon avec leurs enfants savent très bien comment une bulle se termine. Donc je fais une bulle descendante avec un Chinois qui rencontre une bulle montante avec un Israélien. On ne peut rien attendre en Israël. Tôt ou tard, ça va éclater aussi. C'est pas possible que la bulle immobilière israélienne ne fasse que monter. C'est comme des années que ça se dit, et puis finalement, absolument. Ça tient toujours. Hein. Et puis des tas de résolutions gouvernementales pour qu'il y ait logement pour tous. C'est pas demain la veille. Et le jour où ça éclatera, on s'en rendra bien compte. Allez, on passe à cette destruction d'un temple à Palmyre par le groupe État islamique cette semaine. Oui, ça va dans la suite de toutes sortes d'activités. À Mossoul, ils l'ont fait, dans certains grands musées, ils l'ont fait. Bon, ce sont d'un côté, c'est des actes symboliques, mais d'un autre côté, quand même, aux yeux des civilisés du monde, j'estime que les gens ils ne sont pas décivilisés, ils ne sont pas encore tout à fait arrivés. Pour moi, ils se sont dissociés des êtres humains. Donc quand même, ces images, elles font mal. Elles font mal pour les gens qui aiment l'histoire, qui aiment la vie. Et donc là, je ne parviens pas à lire d'aussi loin ce que j'ai écrit. Vous pouvez m'aider On peut avoir un petit zoom, non? Un petit zoom. Je pense que ça va être un peu compliqué. Voilà, bon, là, donc c'est un morceau du temple de Palmyre, là, à l'arrière. Et il y en a un qui lui demande... pourquoi est-ce qu'il fait sauter le site? Et il lui répond, il n'y a plus d'archéologues, donc il n'y a plus de raison qu'il y ait un site. En d'autres termes, c'est eux qui ont assassiné l'archéologue, d'accord? Il faut le rappeler. Hein. On va voir votre dessin rapidement, l'attentat déjoué dans le Thalys. Oui, alors là, il y a un long texte à lire, mais disons, j'ai fait ce dessin suite à la remise de la Légion d'honneur à ces héros, appelons-les des héros, qui sont des gens ordinaires, qui ont pris une décision dans un cas extrême, qui est très exemplaire pour tout le monde d'ailleurs. Et finalement, ce que je dis dans ce dessin, c'est un peu la terminologie utilisée dans les médias pour nommer celui qu'on appelle toujours le présumé. Le suspect, etc. Que tant qu'il n'y a pas quelque chose de définitif qui soit tombé, alors qu'il y a quand même des millions de gens qui ont vu ça, et c'est quand même assez incroyable. Si on peut avoir le temps d'avoir vraiment, on a en 30 secondes votre dernier dessin de l'attaque, terrible attaque en direct, c'était en Virginie. Vous savez, ce fait-là est très différent du précédent. Ça, c'est un fait divers. D'accord? Mais c'est un fait divers qui touche beaucoup parce que c'est une jeune journaliste assassinée en direct. Que tout le monde a vu, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore eu les filtres de ce que la télévision peut faire par rapport à l'Internet. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne voit plus sur aucune chaîne les coups de feu et les cris de cette Alice Parker, la pauvre Alice Parker, et de son caméraman Adam Ward. Et bon, et ces discussions sur la vente d'armes aux États-Unis, elles vont mener à rien. C'est le lobby le plus fort d'Amérique. Et Hillary Clinton peut dire ce qu'elle veut. Rien ne va se passer. Les Américains vont continuer à être des cow-boys. Merci beaucoup, Michel Kishka. À suivre dans un instant, focus sur ces albinos en Tanzanie, enlevés, tués et mutilés. Les sorciers utilisent leurs organes pour préparer des potions vendues à des prix d'or, puisqu'elles sont censées apporter bonheur et réussite. On en reparle dans un instant. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. En Tanzanie, il y a quelques mois des élections générales, les albinos craignent de plus en plus pour leur vie, puisque beaucoup d'entre eux sont mutilés et tués, n'est-ce pas Maurice? Puisque leurs organes auraient des pouvoirs magiques, c'est ce que pensent certains sorciers dans le pays. Écoutez, en effet, Éléonore, des croyances traditionnelles tanzaniennes attribuent des vertus magiques au sang et aux organes des albinos. Intégrés à des décoctions et des potions rituelles, ils permettraient de réussir en affaires, de gagner le cœur de l'être aimé, voire même de remporter les élections. Écoutez cette analyse. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils vont utiliser des organes ou du sang de personnes atteintes d'albinisme, ils vont gagner les élections. C'est un peu comme s'ils pensaient que ça leur porte chance.
Voilà, alors il faut dire que pas moins de 76 albinos ont été tués depuis 2000. Leurs membres ont été revendus pour quelques poignées de dollars pour des pratiques occultes. Alors ils sont aussi des hommes politiques ont été accusés d'acheter des membres d'albinos pour faire de la sorcellerie ou fabriquer des porte-bonheur. Écoutez ce témoignage d'un député albinos qui fait part de son expérience. Je veux lancer un message aux hommes politiques comme moi-même. Le seul moyen de gagner des élections est de chercher à gagner des votes de la part des Tanzaniens eux-mêmes et non pas en tuant des êtres humains innocents qui ont été désavantagés dès la naissance, en étant nés sans mélanine et en ayant des problèmes de vue et en étant mis à l'écart de la société. Voilà, vous l'avez vu, lorsque la Tanzanie prépare les élections générales d'octobre, le risque est grand pour les albinos. Alors ils sont aussi des dizaines à avoir survécu après avoir attaqué et été amputés de leurs membres vivants. Une malédiction qui pèse sur les albinos, jugée totalement inacceptable par Salif Keita, la star de la musique africaine. On l'écoute. Je crois que ce que je peux dire, c'est que c'est complètement ignorant et c'est inacceptable qu'un être humain sacrifie un autre humain pour son bonheur. Et d'abord, c'est pas vrai, parce que ce qu'il faut dire, que c'est l'ignorance qui pousse les gens à faire ça. Voilà, alors il faut dire que le taux d'albinisme est absolument anormalement élevé en Tanzanie. Un Tanzanien sur 1400 en est atteint du fait de la consanguinité, c'est-à-dire des mariages dans la famille. Merci beaucoup Maurice Fergan. C'est notre moment art du morning. Comme chaque semaine, on accueille Marie Chek. Bonjour Marie. Vous nous parlez cette semaine de Silver Farm ou la pharmacie en argent. C'est une œuvre de l'Israélien Ronen Raz qui présente ces objets, des objets pharmaceutiques. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste tout d'abord. Alors d'abord, c'est un artiste qui a étudié dans une école d'art et qui a décidé de dématérialiser la matière première des objets qu'on va tout de suite voir, qui en général sont faits en acier. Voilà. Ça a l'air d'être en acier, ça a l'air d'être des sculptures de Oldenburg, du pop art. Et en fait, c'est en cuir. Il a créé c'est tout du cuir gris. C'est exposé dans la galerie Zimac. Et si vous voyez, il reproduit des parfums, des belles bouteilles, des objets. Il mélange les cosmétiques et les objets de salle de bain, comme on le voit souvent dans le Super Farm. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Silver Farm. Et il les embellit en disant que le Super Farm est devenu notre nouveau dieu. C'est-à-dire, on rentre dans le Super Farm, on va nettoyer notre maison, on va être beau, et il met ces produits-là sur des étagères en série. Et ça ne s'achète d'ailleurs que comme ça, par série, comme ça, par étagère. Voilà, on peut mettre ça dans le salon. C'est qu'on achète ou c'est vraiment... Non, il a choisi pour nous l'étalage qu'on a envie d'avoir dans notre salon ou dans notre chambre à coucher. Vous voyez ici on dirait un lustre. C'est un lustre, en effet. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans la galerie, je suis pas dans l'art. Tu te dis, je suis ailleurs, je suis dans un... C'est très industriel aussi. C'est industriel dans l'idée, mais quand on le voit, c'est très matériel. Tu as envie de toucher. Tu as tout le temps... Regardez, c'est un caddie. Le caddie a souvent été choisi par le pop art. Il y a eu le fameux caddie de 100 mètres de hauteur où la grosse femme qui met, et la caddie tombe sur elle. Et là, il a rendu comme une sorte de... C'est comme si c'était tricoté, je dirais. Il est installé par terre, enfin sur une plateforme, et il change complètement. Regardez les roues, regardez là où on met les pièces de monnaie. Ça devient une sorte de pull ou de monstre, je dirais presque. Mais en même temps, quand on s'approche, c'est beau. C'est très beau, c'est gris, c'est shining, c'est tout ce que le Super Farm veut vous faire croire, que vous allez devenir tellement beau en utilisant leurs produits. Regardez, c'est un mélange. Il y a très peu d'artistes qui osent faire ça. Il a fait ça dans une expo d'avant avec des animaux. Il a dématérialisé la forme des éléphants. On peut dire qu'il donne presque vie aux objets. Il donne une nouvelle vie, il donne une autre vie, il donne une vie que le Super Farm voudrait qu'on ait. Il voudrait qu'on soit tous so clean, qu'on soit tous so beau, so shining, so rayonnant. C'est ça le Super Farm. On rentre, on veut acheter du coton, on sort avec un caddie rempli de tout ce qu'on nous a promis qui va changer notre vie. Donc ça a un aspect très social. Je ne sais pas si vous remarquez, d'un moment, j'essaye de trouver des expos
d'artistes qui parlent de choses communicables, mais qui ont un double message. Je vous attire, en fait, regardez bien ce que je veux vous dire en dedans, c'est ça notre société. C'est une société de mensonges, je dirais presque. On ne va pas changer en sortant du Superfarm. On va juste peut-être mieux sentir. Notre maison va mieux sentir ou nous-mêmes. Ça appartient à quelle tendance, à quel courant Il artistique? est hyperréalisme, je dirais, d'une sorte d'hyperréalisme. Une citation au pop art qui est déjà depuis longtemps. On a fini les pop art, c'était les années 60, Andy Warhol. On voulait parler de la société de consommation. Oui, peut-être qu'il y a des retours, on est tout le temps. Campbell, là c'est les produits pharmaceutiques. Tout à fait. Et si je vous avais pas dit que c'était en cuir et qu'il avait 2 couturières, c'est aussi une tendance qu'il a fait avec le design. Il a étudié design. Un trompe-l'œil comme ça. Oui, c'est une sorte de trompe-l'œil, tout à fait. Et puis quand on rentre dans la galerie, on se dit je me suis trompé l'endroit. Dès qu'on touche, on voit que c'est très beau en fait. C'est vrai que c'est beau. Et je ne crois pas qu'au Superfarm ce soit beau. C'est bon. Il enlève l'origine. Je vois Maurice qui veut me dire quelque chose. Même le caddie était en cuir? Oui. Absolument. Tout. En fait, il enlève l'objet original. Un parfum, voilà, un parfum sent bon. Et là, il n'y a aucune odeur. Il y a juste touché pop art. Voilà, regardez-nous la société. On peut toucher d'ailleurs les objets. On ne devrait pas, mais on est obligé. Merci beaucoup, voilà, je vous conseille d'aller la voir. Avez-vous lu Don Quichotte? Et si oui, dans quelle langue? Ce monument de la littérature espagnole célèbre ses 400 ans. Il avait été écrit au XVIIe siècle, traduit en 145 langues. Au problème, il n'a jamais été traduit en bon espagnol courant et lisible. Le récit de David Gombin. C'est un roman à proprement parler révolutionnaire. L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, ce livre en 2 parties datant de 1605 à 1615, a changé à jamais la littérature hispanophone, tant par sa structure que par le fond de l'intrigue. 400 ans après la parution de la seconde partie du texte, Don Quichotte, c'est toujours d'actu. Réédition, réadaptation, modernisation, Don Quichotte fait couler de l'encre. Une expo initiée par l'Institut Cervantes de Madrid est même consacrée aux plus rêveurs des chevaliers. Une expo qui jette un regard nouveau sur cette œuvre essentielle de la littérature espagnole et sur ses différentes traductions. Don Quichotte est un symbole tellement universel que d'une certaine manière, il suscite une approche propre à chaque langue et à chaque imaginaire. Dès sa parution à l'aube du XVIIe siècle, les aventures de notre hidalgo préféré suscitent l'intérêt bien au-delà de la péninsule ibérique. Son manuscrit parvient même jusqu'aux rives britanniques. La première traduction anglaise de 1612 adapte d'une certaine manière la vision, le paysage de Don Quichotte à la campagne anglaise. Ou encore, le langage de Sancho Panza devient le parler des quartiers plus populaires de Londres. De l'autre côté des Pyrénées aussi, on s'intéresse de près aux errances de Quichotte et de son fidèle Sancho Panza. Un roman qui n'hésite pas à critiquer le fonctionnement de la société espagnole figée sur le modèle médiéval. Mais côté français, on n'hésite pas à épicer quelque peu les péripéties du chevalier imaginaire. La traduction française fait quelque chose de similaire. Elle considère qu'il manque des passages érotiques et en ajoute qui ne sont pas dans l'original, et qui cependant seront ensuite traduits du français au russe, par exemple. Pour ce spécialiste de l'œuvre cervantesienne, ces modifications et ajouts n'est pas un blasphème, mais bien un travail d'enrichissement de l'œuvre originale. Avec près de 145 traductions du chef-d'œuvre de Cervantes, Don Quichotte serait, selon l'institut qui porte son nom, le livre le plus traduit après la Bible. Oui, mais voilà, la version originale du livre est rédigée dans un espagnol ancien, peu compréhensible pour les Espagnols eux-mêmes. C'est pour cela qu'un écrivain espagnol, Andrés Trapiello, s'est attelé à traduire Don Quichotte en espagnol moderne. Une réussite puisque sa version modernisée est récemment entrée au top 10 des meilleures ventes en Espagne. Shakespeare, Dante ou encore Voltaire ont tous connu des passages à vide. Cervantes, lui, a encore et toujours la cote, même 4 siècles après la parution de son roman star.
Allez, on parle cinéma tout de suite avec Laetitia Loreni. Bonjour Laetitia. Bonjour. Le dernier film de Jacques Audiard, Dipan, est sorti cette semaine en salle et c'est l'heure de vérité pour celui qui a quand même reçu la Palme d'Or à Cannes. Tout à fait, c'est un excellent démarrage pour Dipan qui se hisse en tête du box-office de cette semaine. Alors pour raviver les mémoires, Dipan, ça raconte le destin d'un ancien soldat, d'une jeune femme et d'une petite fille qui, pour fuir la guerre civile au Sri Lanka, vont se réfugier en France, dans une cité française plutôt même très sensible. Ils ne se connaissent presque pas et ils vont tenter de construire un foyer. C'est dense, c'est énorme, c'est du très grand Audiard. Regardez en image tout de suite. നടരാജൻ ദീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോടെ 6 മാസങ്ങൾ സെത്തുപോയി ഇനി നിങ്ങൾ தான் ഇവിയാൾ Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? Oui. അവ എൻ്റെ പിള്ളയല്ലേ അത് എൻ്റെ മനസ്സിനല്ല എല്ലാം പോയി ആരാ ആർക്കും Rowdy. J'ai rien à gagner à foutre la merde. பிள்ளையாரப்பா இங்க ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேணும் C'est un pari risqué quand même pour Jacques Audiard de proposer d'abord un film dans une langue aussi méconnue que le tamoul et puis en plus un film très politique. Plutôt politique, oui, c'est vrai que bon, comme, on est un peu comme dans un prophète, comme de Rouille et d'os, ou dans De battre mon cœur s'est arrêté, à savoir qu'on est quand même sur l'histoire d'un personnage qui doit apprendre à devenir ce qu'il n'était pas destiné à être. On dit communément qu'un réalisateur fait un film contre son précédent. Et bien là, finalement, Dipan n'est pas si éloigné des 6 films précédents de Jacques Audiard, à part que celui-ci, c'est un film français, comme vous l'avez dit, en langue étrangère, le tamoul. On parie tout de même que Jacques Audiard va partir représenter la France avec ce film aux Oscars en février prochain et certainement le remporter. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Alors, une Palme d'Or n'assure pas forcément un succès en salle. Alors voilà, on va revenir sur les succès ou pas des films qui ont reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes, parce que cette Palme d'Or, elle offre évidemment une importante visibilité aux lauréats, car elle permet de trouver plus facilement des distributeurs et donc d'avoir forcément des chiffres qui atteignent des plus grands sommets au box-office. Mais certains lauréats de cette Palme d'Or ont été boudés, notamment par les Français. On va regarder ensemble ce petit graphisme que je vous ai, ce petit graphique que je vous ai préparé à partir de 2002, où le pianiste, en fait, la première barre, c'est le million d'entrées en salle. Donc on voit qu'il n'y a que 4 films qui ont dépassé le million d'entrées en salle, à savoir Le pianiste, Fahrenheit 9/11, Entre les murs, et puis La vie d'Adèle en 2013, Winter Sleep de Nouri Bilge Ceylan qui avait remporté la Palme d'Or l'année dernière, a accumulé 360 000 entrées, soit presque 3 fois moins que La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Donc quand même, ça aide d'avoir la Palme d'Or. Ça aide ou pas, c'est-à-dire qu'on voit en 2010 Oncle Bourmi qui a tout de même pas remporté forcément beaucoup de succès. L'enfant en 2005, on peut rappeler aussi Elephant de Gus Van Sant dont on parlait hier, qui n'avait pas aussi rencontré un très grand succès en salle, et Winter Sleep, voilà, comme je vous le disais, l'année dernière, qui pour le coup a vraiment, avec 360 000 entrées, a tout de même des entrées en salle, mais moins qu'on pourrait l'espérer. Merci beaucoup Laetitia Loreni et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Retrouvez le Morning à partir de lundi avec Barbara Scherer. Je vous souhaite un excellent week-end sur i24 News.